C'est une histoire de l'ancien temps, du temps où ce village pouvait s'appeler n'importe où en France, parce que sur tous les clochers de France, on avait hissé une nouvelle croix qui n'était plus la croix du clocher. À n'importe où en France, le fils du fermier s'ennuyait de faire venir des récoltes dont le principal serait pour l'allemand. À n'importe où en France, dans l'épicerie vidée de marchandises, le fils de l'épicier meublait ses loisirs forcés, car sans marchandises, pas de clients, et sans clients, pas de travail. À n'importe où en France, dans sa boucherie sans viande, le jeune boucher ne savait plus que s'exercer à composer des recettes de cuisine végétarienne. À n'importe où en France, devant ses pompes à essence vides, le garagiste ne pouvait plus que bricoler sur des gazogènes. Et le calme de n'importe où en France n'était troublé que par le pas des soldats verts de gris qui contrôlaient aussi bien nos cultures que nos déplacements. C'est pourquoi un jour, ces 4 garçons d'un quelconque village français en eurent assez de voir la vie teintée en vert de gris. On ne sait pas quel chemin ils prirent, mais alors toutes les mers menaient les Français en Angleterre. Un jour, ils eurent Londres sous les yeux. C'était une ville dont on parlait beaucoup en France à cause de son courage, à cause de sa volonté et à cause d'un certain général de Gaulle. Londres était la capitale de la résistance. À son arrivée, chaque Français était conduit au centre d'accueil. Et là, il trouvait celui qui fut le compagnon de Malraux pendant la guerre d'Espagne, un vétéran des 2 guerres, le commandant Pons. Et pas trop fatigué? Oh, juste un petit peu. Pas trop embêté? Oh, juste a little. C'est ce qu'il faut. Oui, juste ce qu'il faut. Eh bien, j'ai vu votre dossier. Vous voulez être parachutiste, hein? Oui, mon commandant. Ben, c'est très bien, je vous félicite. Je voudrais bien être à votre place. Vous allez être avant moi là-bas, hein? On espère. Eh bien, passons aux choses sérieuses. Vous nous restaurez un peu, hein? Ça vous fait bien? Combien sont passés par cette salle à manger des garçons français qui abandonnaient leur pays et leurs affections simplement pour venir se battre? Et qui des Français évadés n'a-t-on pu rencontrer ici? Premier contact, hier on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, autour de cette table, on n'est plus que des Français, unis dans un même soupir de liberté, unis dans une même volonté de délivrance. Et tout à l'heure, chacun fera le rapport de son évasion et il fournira les informations qu'il possède. Chacun fera ensuite le point de sa situation et recevra les subsides dont il a besoin pour s'organiser. Enfin, chacun viendra subir chez le commandant Pons cette sorte d'examen qui le fera diriger vers le service auquel il se trouve le plus apte. Ces garçons, c'est en Écosse que quelques jours après, on pouvait les retrouver, car toute l'Écosse n'était plus qu'un camp d'entraînement. Les volontaires parachutistes des Nations Unies étaient réunis au camp de Ringway. Là, les Français trouvaient en entrant le commandant Bourgoin, l'un des plus beaux exemples de patriotisme et de courage. Bourgoin, qui rallia Loubangui à la France libre et qui plus tard perdit un bras en Tunisie à l'assaut d'un aérodrome. À Ringway, on formait l'infanterie du ciel. Devenir parachutiste a l'air d'un jeu brutal pour des garçons solides. On ne croit pas que ce soit si simple. Il s'agit de savoir tomber, de savoir rouler à terre sans se faire de mal. Et c'est une science qui a, comme toutes les sciences, ses classes primaires, secondaires et supérieures. Il s'agit d'arriver au sol à la vitesse de 5 mètres à la seconde, les jambes bien jointes pour doubler la résistance au choc et sur la pointe des pieds pour augmenter l'élasticité. Il
s'agit de s'habituer au balancement de la gigantesque escarpolette qu'est un parachute et apprendre à diriger en tirant sur les cordes l'oscillation du cerf-volant humain. Il s'agit d'apprendre à sauter avec le harnais de parachutiste. Mieux encore d'apprendre à sauter par un trou étroit sans s'accrocher au passage. En 5 jours, on passe du bâti d'exercice à la nacelle du ballon. À 250 mètres, lâchez tout. Une demi-minute de descente, pendant laquelle les élèves suivront en vol les instructions du moniteur. C'est bon, numéro 1. Maintenant, dégagez-vous de votre siège. C'est bon. Eh bien, numéro 2. Regardez la terre, numéro 2. Les pieds, toujours ensemble. Eh bien, numéro 3. Regardez la terre toujours. Les pieds toujours ensemble. Arquez le dos, numéro 2. Arquez le dos. C'est bon. Maintenant, tirez bien, tirez. C'est bon. Bien, numéro 3. Tirez toujours. Regardez la terre. Arquez le dos. Tirez bien, tirez. Regardez en avant, tirez. C'est bon, tirez bien. Baissez la tête. Regardez la tête toujours. Ah, c'est bon, c'est bon. La première sortie est terminée. On rapporte au camp les parachutes qui vont maintenant sécher dans une chambre spéciale pendant 48 heures, sans quoi l'humidité en collerait les plis et ce serait l'accident. Fabriquée en nylon, cette soie artificielle dont on recommence à faire débat aujourd'hui que les besoins de la guerre ne l'interdisent plus, chacun de ces engins coûtait 12 000 francs. Le seul camp de Ringway en possédait 2 000. Il va de soi que les mains de femmes sont les plus expertes au pliage de ces grandes crinolines. Des compagnies féminines spécialisées ont, pendant toute la guerre, été employées à ce travail minutieux. Et nos garçons, après 3 sauts exécutés de la nacelle d'un ballon, vont maintenant coiffer du casque d'exercice entouré de caoutchouc, exécuter de jour et de nuit encore 5 sauts, mais d'un avion cette fois, pour gagner leur brevet de parachutiste. Groupés en équipes de 10, chaque équipe accompagnée d'un instructeur, nos jeunes Français prennent place dans l'avion qui leur est affecté. Une nouvelle épreuve commence. Une dernière fois, l'instructeur vérifie l'accrochage des harnais. Une vie humaine dépend peut-être de ce détail. Et l'on attend, un peu crispé, l'apparition de la lumière rouge qui voudra dire « Attention, tenez-vous prêts à sauter ». Encore quelques secondes, jusqu'au signal vert qui ordonnera « Sauter ». La descente est rapide. On arrive au sol à plus de 35 à l'heure. Cinq épreuves de ce genre et les voilà sacrés parachutistes. Ils sont maintenant brevetés. Sur le bras, ils portent le cheval ailé qui est l'insigne de leur art. Mais il leur reste à devenir des fantassins.
Et le fantassin du ciel est au fantassin terrestre ce qu'est l'ingénieur aux manœuvres. C'est pourquoi son équipement comprend les choses les plus diverses, jusqu'à cette corde qui lui servira à construire des ponts. Mais l'arme véritable du parachutiste, c'est l'explosif. Le parachutiste, dans cette dernière guerre qui a changé toutes les stratégies et toutes les tactiques, a dû retrouver l'arme primitive du dynamitéro, destiné aux patrouilles, aux commandos, amené à agir sur les arrières de l'ennemi. Il doit connaître l'emploi de tous les explosifs et tous les secrets des grenades et des bombes. Et, usant successivement de toutes les armes, l'école de bataille du parachutiste commence. Cette éducation guerrière fait leur place même à des trucs. Comment, par exemple, on transforme en bombe un vulgaire bidon d'essence. Dans ce temps où le fantassin ne va plus à pied, le fantassin du ciel connaît aussi la motorisation. Il trouvera à terre une moto, une voiture. Il devra savoir l'utiliser. Et si c'est assez dire, sur tout terrain. L'instruction particulière terminée, il s'agit maintenant d'habituer les hommes à agir ensemble, dans le cadre de leur petite unité. C'est le but des manœuvres de groupe. Le thème de l'opération a été expliqué, chaque groupe a reçu sa mission particulière, chacun a pu étudier le terrain sur la carte maquette. Le dernier conciliabule avant l'action se termine. « 800 hommes, 80 groupes vont prendre part à l'action simulée qui portera dans le rapport le titre « Opération Fer à cheval », c'est-à-dire en langage courant, parachutage et destruction en territoire ennemi. 10 par 10, assurés et confiants dans la valeur et les qualités de leurs compagnons, chaque groupe, chaque stick, selon le nom anglais que tous les parachutistes ont adopté, forme un tout homogène et solide. C'est le signal. L'un suivant l'autre, d'aussi près que possible pour arriver au sol en formation serrée, ils ont sauté. À
terre, tout de suite, regroupement en formation de combat. Les containers, descendus par parachute, livrent leur stock d'armes et de munitions. Le stick est prêt à entrer en action. Certes, dans cet entraînement intensif, aucune peine, aucun obstacle n'a été évité. Les corps de parachutistes devaient avoir, on l'a su depuis, à user de toutes les qualités que cette formation spartiate leur avait permis d'acquérir. Premier objectif, la voie du chemin de fer. Et les techniques particulières apprises pendant l'instruction sont mises à l'épreuve. Le plastique est la première arme du parachutiste, comme il fut dans la résistance intérieure la première arme du maquisard. Nouvel objectif, un pylône transport de force supposé au sommet d'une côte abrupte. Et le groupe se transforme en cordée d'alpinistes. Le pylône, pour cette répétition, est représenté par un arbre. Le sacrifice d'un bel arbre d'Écosse aura appris quelque chose aux parachutistes français. C'est ce que depuis, les Allemands ont pu constater. Retour, mission accomplie, c'est la formule. Une formule simple et éloquente. Dans leur marche vers le camp, ces Français exilés songent confusément que cette mission est leur dernier entraînement. Ils songent qu'une terre les attend avec ses clochers, ses arbres, ses chemins et ses rivières. Une terre qu'ils ont tant aimée qu'ils s'en sont séparés pour la voir libre. Ils songent qu'un peuple les attend avec ses hommes et ses femmes, tous ceux qui mangent mal, qui vivent mal, qui se taisent, qui étouffent leurs cris et leurs sanglots. Un peuple où ils ont laissé tant de tendresse et d'amour qu'ils ont accepté de mourir pour cette tendresse et cet amour. Et ils songent que le temps passe et que le jour arrive. Le jour, en effet, arrive. C'est une aube d'été. C'est l'anniversaire après 4 ans du désastre de Dunkerque. C'est une revanche. Et quelle revanche! C'est le 6 juin 1944. Devant les avions aux bandes blanches, il y a là, plus dur, plus grave, des visages que nous connaissons. Il y a là les camarades qui un jour nous ont quittés au coin d'une rue ou au coin d'un bois. Il y a là le laboureur et l'épicier et le garagiste et le boucher de n'importe où en France. Il y a là tous ceux qui n'ont voulu partir que pour mieux revenir. Tous ceux qui ont nourri leur courage avec le souvenir d'un clocher. Aube du 6 juin 1944. C'est pour cette aube-là qu'ils étaient partis. C'est cette aube-là qui était au bout de leur volonté et au bout de leurs rêves. C'est cette aube-là qu'avec leur sacrifice et leur courage, ils avaient réussi à faire sortir de la nuit. Et quand, dans les premières lumières du jour,
ils virent apparaître cette terre rapiécée à toutes les couleurs, et qu'ils sautèrent, ils savaient déjà, puisqu'ils y revenaient par le ciel, que France serait le nom de la victoire.